Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée politique en ce jeudi matin est Marie Messmer. Elle est députée LFI NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, la circonscription de Rennes. Donc, elle est venue jusqu'à nous pour répondre aux questions de Bretagne 5 matin. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Alors nous allons parler de politique évidemment, c'est le but de ce rendez-vous matinal. J'avais envie de vous entendre pour commencer sur cette marche prévue le 22 mars, marche contre le racisme, qui fait déjà couler beaucoup d'encre dans la presse puisqu'il y a eu cette polémique avec les affiches produites par LFI. Alors une affiche qui montrait un Cyril Hanouna pas forcément sous son bon jour, et vous avez été accusé d'antisémitisme, là encore une fois. Oui. Est-ce que c'est la fois de trop? Est-ce qu'il y a eu une erreur? Qu'est-ce qui s'est passé en définitive? Oui, les procès en antisémitisme, ils sont assez réguliers. Néanmoins, sur cette affiche, nous, quand elle est sortie, ce visuel de Cyril Hanouna, qu'on a été du coup informé, elle a été signalée par différentes personnes, on l'a retirée immédiatement et c'était mercredi dernier. Donc là, vous voyez, on est jeudi, ça fait plus d'une semaine. On a eu beaucoup de passages médiatiques avec d'autres de mes collègues députés où on s'en est expliqué, et pourtant, c'est une rengaine qui ne s'arrête pas. Parce que c'est aussi un sujet sur lequel on peut se permettre de taper LFI. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça nous a choqués nous-mêmes, qu'on l'a supprimé immédiatement, que tous les autres visuels, en fait, n'ont pas du tout les mêmes grimes, et que les valeurs qui ont été ressenties par beaucoup de personnes suite à ce visuel sont absolument à l'encontre des valeurs que l'on porte, et même des valeurs qui appellent à la marche du 22 mars, c'est-à-dire contre les racismes, contre les discriminations, contre l'antisémitisme, contre les fascismes. Pour parler de la marche du 22 mars, du coup, elle est appelée par des collectifs nés ici ou d'ailleurs, donc c'est la marche des solidarités qui va rassembler des personnes de tous bords qui se battent pour des valeurs progressistes, le féminisme, la lutte contre le racisme, les services publics, parce que le point commun de tout ça, c'est que l'extrême droite attaque en permanence les droits et les solidarités et le bien vivre ensemble. Donc tous ceux qui se reconnaissent dans justement l'universalisme, l'humanisme, le respect de la fraternité, notre devise, vont se réunir le 22 mars dans la rue. Je pense que ça sera une très belle date et qui va faire du bien, comme le soleil qui arrive ces derniers temps, ça fait du bien et on en a besoin. Parce que peut-être vous dire quand même que cette marche, elle est appelée dans un contexte où il y a eu des élections en juillet dernier qui ont mobilisé beaucoup de personnes contre les idées d'extrême droite, notamment, et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai été élue députée. Ensuite, on a un président de la République qui n'a pas du tout respecté le vote démocratique, qui, après, a nommé un gouvernement de droite, mais je dirais même de droite extrême, où on entend ces derniers temps un Premier ministre parler de submersion migratoire, Monsieur Retailleau qui parle de français de papier, qui sont des termes qui sont utilisés dans l'histoire la plus violente française. Donc, eux aussi tendent vers le fascisme, quand même, vers un clivage des citoyens les uns contre les autres. Et dans une montée de l'extrême droite, à la fois française mais internationale, avec notamment Trump et Musk qui font des saluts nazis, mais ici aussi en France, dans les universités, des militants du pseudo-syndicat étudiant l'UNI qui font des saluts nazis, qui font des jeux de cartes antisémites. Et là, personne ne crie au scandale comme nous depuis une semaine. Moi, j'en ai beaucoup parlé, mais je suis choquée que ça passe à l'as. C'est quand même gravissime aujourd'hui qu'on puisse faire des saluts nazis en France sans qu'on réagisse. Et donc, il faut une riposte antifasciste. C'est le 22 mars et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités qui appellent à cette date-là, notamment Annie Arnaud, Virginie Despentes, Camille Etienne, Swan Arlot, Guillaume Meurice, Médine, Blanche Gardin, Usul, Assa Traoré, et je vous redis, tous les citoyens qui pensent que le bien vivre ensemble est essentiel. Alors, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, pour quelqu'un qui ne serait pas forcément progressiste, qui est de droite, tout simplement, d'aller à cette marche sans risquer de se faire pointer du doigt? Parce que, voilà, il y a des gens de droite qui ne sont pas d'extrême droite. Et est-ce que vous réunissez encore plus largement jusqu'à ce niveau-là? Déjà, c'est la marche des solidarités. Donc, j'espère que tous ceux qui se considèrent comme des fervents défenseurs de la solidarité et de notre devise se reconnaissent dans cet appel. Mais en plus, hier, j'écoutais une rediffusion de Villepin, par exemple, qui lui aussi disait qu'il y avait un problème avec l'islamophobie en France, parce qu'il faut dire, aujourd'hui,
nos compatriotes musulmans sont ceux qui sont les plus attaqués enfin voilà, il y a un cadre raciste et aussi une montée des discriminations et de l'antisémitisme. Donc voilà, il faut que tous ceux qui se ressentent des solidarités et du droit de croire, du droit d'exister, puissent se retrouver dans cette marche-là. On a vu aussi Jean-Michel Apathy qui a pu parler de l'Algérie sur un plateau de vos confrères et qui alors qu'il rappelait l'histoire, qui a été totalement plus que sermonné, qui a même été mis en retrait d'une chaîne. Il a décidé de partir de lui-même, Jean-Michel Apathy. Alors les mots étaient forts aussi, comparé effectivement à la colonisation en Algérie, qui a effectivement existé avec tout son lot de choses terribles, comme toutes les colonisations, bien évidemment. C'est les mots qui ont, je crois, choqué, en tout cas le comparatif avec Oradour-sur-Glane. Mais en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'historiens du coup qui ont pris la parole suite à cette scène, parce qu'en plus, on a beaucoup été surpris que ce soit Jean-Michel Apathy qui fasse l'objet de ces réprimatations, de ces réprimades, pardon. Et il nous rappelle que l'exemple avec Oradour-sur-Glane a déjà été utilisé à plusieurs reprises. Oradour-sur-Glane, du coup, c'est des femmes et enfants mis dans une église à laquelle on met le feu. En Algérie, il y a notamment eu des épisodes où on a mis, pareil, des populations civiles dans des grottes dans lesquelles on mettait le feu ou de la fumée pour comme si c'était des renards. Voilà, il y a un documentaire de France Télévisions, je crois, de France 5, qui devait être diffusé en prime time, qui finalement est disponible sur la plateforme, qui relate cet épisode assez peu connu de la guerre d'Algérie, finalement. Bien sûr, et puis il y a beaucoup d'historiens qui disent, voilà, le travail, par exemple, mémoriel sur la Seconde Guerre mondiale, donc contre la Shoah, continue de se faire parce qu'il y a des personnes qui l'alimentent, qui le vivent, parce qu'on a des musées. Nous, en France, on en a beaucoup. Il suffit, en Bretagne, de se balader un petit peu, particulièrement aussi en Normandie. Voilà. Mais si on veut avoir un travail mémoriel sur l'Algérie, eh ben, il faut aller à Alger. Nous, en France, on n'a pas de structure qui incarne et qui fait le travail d'histoire, de mémoire et un peu un mea culpa parce qu'on a une responsabilité. Et pourtant, Emmanuel Macron est arrivé en place en disant on a un travail de reconnaissance de la colonisation et des meurtres commis à faire, à réaliser. Aujourd'hui, on voit que les tensions, pourtant, avec l'Algérie sont intenses. Je voulais en parler de ces tensions avec l'Algérie aujourd'hui. Deux pays voisins, deux pays avec une part d'histoire commune, évidemment, qui ne se parle plus aujourd'hui, avec peut-être aussi le reproche d'Alger d'avoir, en tout cas pour le président français, reconnu le Sahara occidental comme terre marocaine, finalement, encore, ou plutôt comme zone d'influence marocaine. C'était maladroit de la part d'Emmanuel Macron. Évidemment, parce que vous avez dit, on a beaucoup d'histoires en commun avec l'Algérie, on a beaucoup d'enfants en commun avec l'Algérie. Moi, j'aime beaucoup cette expression. On a beaucoup de compatriotes qui sont franco-algériens et même de compatriotes qui peuvent être, par exemple, franco-marocains également et qui se reconnaissent dans cette histoire-là et dans un sentiment peut-être de mépris. Et voilà. Et il y a eu ce que vous racontez avec Emmanuel Macron et le Sahara occidental, mais il y a aussi Bruno Retailleau qui aujourd'hui alimente les braises. Notamment sous couvert de personnes qui voudraient, ça a commencé avec les influenceurs, mais maintenant c'est 60 personnes sous OQTF qui voudraient reconduire en Algérie. Voilà une liste qui a été proposée au gouvernement algérien et Alger a répondu non, on ne prendra pas les OQTF. Alors, parce qu'en fait Alger elle dit ça ne fonctionne pas comme ça. On a des années de travail en commun, on passait par les consulats, par la diplomatie et on faisait du cas par cas. Là c'est comme une liste de courses envoyée avec une espèce de rapport de force et d'humiliation internationale. C'est quand même dingue. Et au même moment, on a Louis Sarkozy qui appelle à mettre le feu à une ambassade. C'est un fils d'un ancien président de la République française, et là c'est pareil, sous silence. Il y a très peu de journalistes, il y a très peu de politiques qui en parlent, et pourtant c'est gravissime, et c'est aussi, je pense, ça illustre l'état de la diplomatie française aujourd'hui et des rapports qu'on peut avoir avec des pays frères.
Alors avec quand même effectivement un gouvernement algérien qui est un gouvernement dur, qui est un gouvernement très coercitif. On a Boualem Sansal qui est toujours et encore dans les geôles algériennes. Est-ce qu'il y a un moment il va falloir que la diplomatie parle des deux côtés de la Méditerranée et que la situation s'apaise? Parce que là on a l'impression d'une fuite en avant quand même. Mais bien sûr que dans nos rapports avec l'Algérie, dans la manière dont on siège au Parlement européen, dans ce qui se passe aussi avec l'Ukraine, on a besoin d'une diplomatie française et on voit bien que la voix de la France, même peut-être plus largement la voix de l'Europe aujourd'hui, est totalement effacée, absente du débat public, alors qu'elle pourrait faire ce travail d'apaisement, de médiation, de diplomatie en fait. C'est le travail de la paix et d'ouvrir le dialogue en permanence, c'est la diplomatie. Et aujourd'hui, beaucoup de diplomates français disent justement qu'on a un recul en arrière sur quelque chose qui faisait un essentiel de la France et qui nous permettait de rayonner à l'international et d'avoir une parole qui était tout le temps écoutée. Il y a des accords d'association qui existent avec l'Algérie, en dehors de la France, et des accords qui nous lient entre pays, mais aussi avec l'Union européenne. Et ces accords d'association, ils permettent de maintenir un dialogue et ils sont tous conditionnés également au respect des droits humains, comme par exemple les accords d'association Union européenne avec Israël. Et donc ces accords nous permettent justement d'avoir des leviers pour la libération de Boualem Sansal, et c'est le meilleur support pour permettre de sortir vers le haut de cette situation. Or, aujourd'hui, on a un ministre, encore une fois, je redis, de l'Intérieur, qui est plutôt un ministre de l'Extérieur, on dirait qu'il met enfin, c'est même plus des braises, c'est le feu, qui humilie des partenaires et qui, du coup, intensifie des réactions aussi des pays partenaires et qui à mon avis, ne permet pas d'aller au plus simple, au plus efficace, faire libérer Mohamed Sansal et faire respecter les droits humains en ayant une parole de paix et de diplomatie. Alors justement, la diplomatie, on va évoquer la guerre en Ukraine et la tentative de paix américaine, mais la diplomatie française aujourd'hui, vous le disiez, on a du mal à l'entendre. La France recule sur de nombreux terrains, y compris sur le terrain de la francophonie. On l'a vu avec quelques pays africains qui se retirent d'ailleurs de la francophonie. Est-ce que c'est inquiétant pour la France? Est-ce que c'est inquiétant pour l'avenir, ce recul? Bien sûr, parce que le partage, les rapports internationaux, la culture, la francophonie nous permet d'être en relation étroite avec 27 pays où le français est la langue utilisée. Donc ça fait grandir. Jamais partager une langue, partager des relations internationales ne dépérit un pays. C'est tout le contraire. Et là, je pense que ça montre une absence totale de vision du président de la République, où en plus à plusieurs reprises sur la scène internationale et dans différents conflits, là on a parlé de l'Algérie, on peut parler aussi du Liban par exemple, ou des Kanaks dans la manière dont il a eu, ou même sur la Réunion, la manière dont il a de s'adresser. La Réunion, c'est un département français, mais dès qu'il sort un peu de son de Paris et de la métropole, il a une espèce d'étroitesse d'esprit, de vision encore peut-être même coloniale, je dirais, de la France, qui va donner son point de vue et qui a un côté très paternaliste dans sa manière de s'adresser, même peut-être parfois méprisante. Les gens disent que c'est ce qu'ils ressentent. Et donc ça ne fait jamais avancer. Pour ce qui concerne l'Ukraine, vu qu'on parlait de démocratie... Alors voilà, justement, la démocratie en Ukraine, il y a un appel évidemment à la démocratie, au retour de la paix, à la fin de cette guerre qui n'a que trop duré. Et on voit l'initiative de Donald Trump. Alors voilà, on dira ce que l'on veut de Donald Trump, mais il tente cette expérience de pouvoir parler à Poutine pour pouvoir essayer d'obtenir la paix. Alors il y a peut-être quelques conditions, on va pouvoir y revenir, mais est-ce que finalement il y a urgence à obtenir la paix et à négocier, et puis surtout à mettre les pays européens autour de la table, et peut-être aussi le président Zelensky, même s'il a pris langue hier avec le président américain, et que a priori on est sur le point d'avoir un accord? Il y a toujours urgence à la paix. La paix, ça se construit. Et je pense que ça demande beaucoup plus de courage, d'ambition, d'intégrité intellectuelle, de chercher la paix plutôt que la guerre. La guerre est plus facile à faire, finalement. Et la guerre rapporte économiquement, contrairement à la paix, peut-être, aussi. Faut se dire, je vous dis juste un chiffre qui, moi, m'a choqué, c'est qu'entre novembre 2022 et 2023, 63% des dépenses armées de l'Union européenne provenaient de matériel américain. Donc,
voilà, il faut se dire aussi qu'il y a une logique d'économie de guerre derrière. D'ailleurs, on entend le petit bruit sourd de la guerre, même chez nous en France, de manière en plus totalement choquante, je dirais. Voilà, pour répondre ensuite, c'est le président Trump qui est l'incendiaire des États-Unis quand même aujourd'hui, qui va contre beaucoup de droits humains, qui est décrié, qui est entouré de personnes comme Musk ou Bannon qui font des saluts nazis notamment, qui aujourd'hui est celui qui va porter des décisions de cessez-le-feu. Et la France, l'Europe, on n'en entend plus parler. C'est choquant finalement que l'Europe, la France soit mise un petit peu à l'écart de ces négociations. Que ce soit Trump qui discute avec Poutine, ça c'est aussi tous ceux qui suivent un peu le droit, les relations internationales, l'histoire des relations internationales se disent bon, c'est quoi ces nouvelles configurations? Alors, il y a aussi les rapports avec la Chine qui sont interrogés, notamment dans le cadre économique. Trump a tout intérêt à ce que le dollar reste la monnaie de référence, voilà. Mais bon, tout ça pour revenir, c'est qu'on n'entend pas parler de l'Europe, qui pourtant a son mot à dire, qui pourtant a accompagné, a suivi de près la guerre en Ukraine et qui, du coup, s'est aussi rangé du côté de l'Ukraine, des concitoyens ukrainiens qui ont été attaqués dans leur droit du sol, qui est contre toutes les règles du droit international. Justement, et là, Emmanuel Macron a dit on va continuer, donc un petit peu à rebours de ce qui se dit aujourd'hui, on va continuer à aider l'Ukraine. Il a réuni différents chefs d'état-major, différents responsables politiques, y compris en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est aussi aux côtés de l'Ukraine déjà depuis le début du conflit. Il y a quand même des choses qui bougent, mais c'est un peu tardif. Bien sûr, là, demain et après-demain, au Royaume-Uni, sont plusieurs chefs d'État à se rejoindre pour parler, quand on lit à travers les lignes, c'est d'armement commun sous 5 ans, d'être capable justement d'être dans la guerre. Peut-être on pourra revenir sur l'économie de guerre juste après, mais on va en parler justement. Préciser que très bien, ils se rejoignent au Royaume-Uni, ils en discutent, mais il n'empêche que depuis une semaine, ce qu'on voit, c'est que c'est Trump qui a discuté avec Poutine, qui a mis autour de la table Zelensky avec des images qui sont tout à fait humiliantes pour le président Zelensky. Et on ne sait même pas ce qu'il y a dans le cessez-le-feu, quel est l'accord. On entend juste parler d'une pause d'1 mois. Les territoires occupés, qu'est-ce qui va en être? A priori, la Crimée, les États-Unis reconnaîtraient la Crimée comme appartenant à la Russie. Donc voilà, on tournerait la page de 2014 finalement. Et ça n'a jamais été la position que nous on porte. Nous, en tant qu'Union européenne, en tant que Français, et puis moi je dirais en tant qu'insoumis, nous on pense que l'autodétermination des peuples est essentielle et que l'histoire nous l'a montré, qu'on négocie pas un territoire, des populations comme si c'était un bout de papier, et puis parce que ça nous arrange économiquement. Néanmoins, le travail de la paix doit se faire, la diplomatie doit se faire, et il est plus que temps qu'Emmanuel Macron s'en rende compte, dans le cadre de l'Ukraine, mais aussi dans ce qui se passe à Gaza, en Palestine, entre la Palestine et Israël. Ça aussi, peut-être, on pourra y revenir. On parlait du coup d'armement et du sommet qui se tient demain et après-demain, ou aujourd'hui et demain, pardon, on est jeudi, au Royaume-Uni. On a déjà appris que le Conseil d'Europe libérait 800 milliards d'euros pour l'armement sur 4 ans. Donc annonce de Ursula von der Leyen. 200 milliards d'euros par an sur 4 ans, avec notamment la possibilité pour les États de ne pas respecter la règle des 3%. Il me semble que une des premières fois où je suis venue sur votre plateau, pendant les Européennes, on avait beaucoup parlé justement de cette règle des 3%. Il n'a jamais été question pour l'Union européenne qu'un pays puisse se détourner de cette règle-là, notamment dans tout ce qui est politique sociale et environnementale. Et là, puisqu'il s'agit d'économie de guerre, c'est feu de tout bois, allez-y, vous pouvez ne plus respecter la règle des 3%. Moi, je veux juste vous signaler que 800 milliards d'euros, c'est plus que nécessaire pour mettre en œuvre la bifurcation écologique à l'échelle de la planète et qui pourrait justement peut-être permettre d'arrêter de partir dans des guerres de territoire qui sont souvent en plus autour de matières rares. C'est le cas en Ukraine également, avec les terres rares revendiquées par Moscou d'ailleurs, et aussi par Donald Trump. Oui, mais enfin Trump, il revendique le Groenland, pareil, pour des questions de matières rares. Il a revendiqué aussi plusieurs autres pays, comme le Canada, entre autres. Le Canada, et enfin il y en a plusieurs. Il s'est pas arrêté à ça. Le Canada a bien réagi, mais voilà, c'est aussi une forme de néocolonialisme d'un homme qui se veut tout puissant sur le territoire. Et ça doit nous alerter. Et la parole de la France, à nouveau,
d'un point de vue diplomatique, devraient être les premiers à alerter et à mettre un point d'arrêt à ça et emporter peut-être l'Europe dans le rappel du droit international. Alors, on a ces deux empires. On peut parler d'empire aujourd'hui. La Russie qui veut reconstituer finalement la Russie d'avant, celle même d'avant l'URSS. Et puis, on a Donald Trump comme un rouleau compresseur qui décide d'annexer, lui, pas en faisant des guerres, sinon des guerres économiques, avec justement cette crainte que les États-Unis ne nous protègent plus, on parle même que les États-Unis quittent l'OTAN, ce qui serait quand même un coup de tonnerre depuis la création de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, cette économie de guerre, elle n'est pas bienvenue, je vais être un peu provocateur pour le coup, n'est pas bienvenue pour armer l'Europe, ça c'est une chose, mais aussi pour avoir une Europe plus forte qui finalement réagit et prend sa part politique et sa part dans la défense. Je vais peut-être répondre avec un peu de philosophie politique et à la lumière de ce que beaucoup d'auteurs, d'historiens nous disent. Je pense notamment à Johan Chapoutot, qui nous explique qu'aujourd'hui, la crise écologique force un peu les consciences et du coup les gouvernants, crise sociale également, et que le capitalisme est remis en question à son échelle mondiale. Quand on voit, il y a encore des enquêtes qui sont sorties sur l'absorption des richesses par quelques-uns, voilà, les plus grands milliardaires du monde, même si on leur coupait 99% de leurs ressources, seraient encore milliardaires, alors qu'on a une population qui s'appauvrit, notamment en France, de manière générale, on s'appauvrit, et certains, eux, s'enrichissent. On l'a vu notamment dans les débats sur le projet de loi de finances, on en a beaucoup discuté, on a réussi il y a peu à l'Assemblée à faire passer un amendement qui s'appelle l'amendement Zucman, d'un économiste, qui dit que notamment la France est un paradis fiscal pour riches. Donc voilà, j'invite à lire Monsieur Zucman, Monsieur Johan Chapoutot. Mais donc quand le capitalisme est mis à rude épreuve, notamment dans le débat public, et parce qu'il surfe sur les inégalités sociales et climatiques, et ben pour les puissants et pour protéger leurs privilèges, leur position, c'est toujours plus facile d'aller chercher des ennemis. Donc la guerre est facile pour ça. Et puis chez nous, on voit du coup la montée du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations. Et ensuite, de rentrer dans des économies, notamment de guerre, sous couvert d'identité nationale, de lutte contre le fascisme, voilà, pour que la population ne réfléchisse pas forcément à sa situation économique et sociale, mais soit pris dans cette logique très nationaliste, très identitaire de défense, et qu'on soit saturé d'informations sur le sujet pour éviter de remettre en question le monde capitaliste comme il est. Donc là, Trump, Musk, l'international capitaliste, même nos riches à nous, et Bernard Arnault qui veut mettre secret défense ses comptes, ça nous montre ça. Ça nous montre ça et voilà, c'est une situation qu'il faut interroger. Je crois que le champ lexical de la guerre n'a jamais été aussi utilisé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me sature et ça me choque. Même. On entend parler réarmement des utérus. Ça, c'était il y a quelques mois. J'étais déjà élue, mais c'était voilà, comme si le corps des femmes, leur ventre était une arme. Enfin, c'est voilà. Maintenant, on a eu réarmer les pensées, c'est-à-dire de préparer les jeunes. Quand on lit un peu de plus près, c'est des programmes pédagogiques pour les jeunes autour de la guerre. Ce qui est, voilà, on a apparemment, vos confrères donné cette information-là il y a quelques jours, un guide de survie qui va être envoyé à tous les ménages français. Alors déjà, ça nous montre que le gouvernement est capable d'envoyer un guide à tous les ménages français. Ça aurait été bien qu'il le fasse pour l'inscription sur les listes électorales, par exemple, pour les européennes. C'est nos confrères d'Europe 1 qui ont eu l'information. D'ailleurs, le guide a un petit peu évolué. Au départ, c'était un guide pour préparer un conflit armé qui devient maintenant un guide plus pour préparer à des problèmes climatiques, à des inondations ou à de grandes tempêtes. Donc voilà. Donc ils sont capables de planifier. Moi, je peux vous dire, en tant que députée de Rennes, les inondations qu'on a connues, puis on a vu ce qui s'est passé à Mayotte dernièrement, on devrait pouvoir planifier et pas attendre la guerre pour sortir des guides comme ça et envoyer à tous les ménages français. Il y a une peur de la guerre aujourd'hui. On entend les Français qui s'expriment à travers différents sondages qui ont été faits par nos confrères de la presse écrite en particulier. 83% des Français ont peur de la guerre et 76% réclament le retour du service militaire. Mais comment fait-on pour ne pas avoir peur de la guerre ? Et tant mieux.
Je suis contente, moi ça me rassure d'entendre cette information. La guerre, c'est pas un jeu. La guerre, c'est des morts, c'est des années de combat, c'est des jeunes qui sont au front. On parle en ce moment de dissuasion nucléaire. Je pense qu'on est beaucoup à... C'est pas quelque chose qui fait partie normalement de notre quotidien. Même, je me demande si tout le monde a conscience de ce qu'est la dissuasion nucléaire. Moi, j'habite à côté de Brest d'origine, donc il y a l'île Longue là-bas qui est le grand centre français du nucléaire avec les sous-marins. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un tir d'un sous-marin, donc avec des missiles embarqués, pourrait raser l'équivalent d'une ville de Paris, avec des conséquences sur le long terme, sur cancer. Voilà, dégâts. Sur les radiations, mais c'est grave. Si on dit dissuasion, c'est parce que juste le simple fait de posséder le nucléaire permet normalement de dire à nos ennemis, aux autres pays, ne tentez rien sur la France. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus de personnes reparler de la dissuasion nucléaire comme si c'était une arme de guerre anodine, comme des missiles longue portée, par exemple. Pas du tout, et c'est très dangereux. Donc ne rentrons pas dans une escalade guerrière. C'est normal qu'ils aient peur parce qu'on est, comme je vous disais, saturé d'informations du champ lexical de la guerre, et aussi parce que depuis quelques années maintenant, entre l'Ukraine et la Palestine, on a en permanence des morts, des images qui nous arrivent. En Palestine, c'est le premier génocide filmé. Avant-hier, on s'est réveillé avec des images sans précédent, d'une cruauté sans nom, avec des bébés morts. Et voilà, j'en ai fait ma première question au gouvernement mardi après-midi. Mais évidemment que là, les consciences sont marquées pour des générations, qu'on dit presque qu'il est permis de tuer sans conséquence, qu'il est permis de ne pas respecter le droit international sans conséquence, alors que justement, le droit national, c'est un garde-fou partout, mais pour nous aussi, qu'on ne vive pas ces horreurs. Je voulais terminer, il nous reste à peine 5 minutes, mais j'avais envie de parler... Alors c'est toujours un petit peu compliqué de parler de politique intérieure après avoir balayé la politique internationale et tout ce qui va avec, effectivement, les conflits. J'avais envie de vous parler de la visite de Jean-Luc Mélenchon, qui était hier à Brest, et qui a lancé un petit pavé dans la mare quand même. Là, on parle des élections de 2026, ça va venir très vite, des élections qui auront lieu pile un an avant, voilà, et un an avant la présidentielle. Hier, Jean-Luc Mélenchon a assuré que LFI présenterait des listes autonomes avec des candidats de LFI, peut-être même face à des candidats peut-être du PS. Il ne l'a pas précisé aussi clairement, mais la guerre des gauches a-t-elle commencé? Moi, c'est ma question. En tout cas, on a le sentiment, quand on sait que le président de région, Loïc Chenet-Girard, qui réunit ses troupes, voilà encore un mot guerrier, qui réunit ses troupes à Liffré samedi, qui se veut quand même une gauche plutôt anti-LFI, voilà, il y a une forme d'inquiétude sur l'avenir de l'union de la gauche. Ces troupes, pour rester dans le champ lexical, c'est sa vieille garde. J'ai l'impression que c'est les dinosaures de la politique, parce que les personnes qui sont invitées à parler, c'est François Hollande, c'est Cazeneuve, c'est Delga qui, elle, passe son temps à alimenter la conflictualité à gauche, qui n'était d'ailleurs pas pour l'union sur les 2 échéances dernières, alors qu'il y avait le risque fasciste devant nous, et que c'est bien parce qu'il y a eu l'union du nouveau Front populaire qu'on a pu emmener un programme émancipateur et pour lequel les gens se sont reconnus et mobilisés dans les urnes. Donc ceux qui clivent, pour moi, c'est pas nous, c'est cette vieille garde du Parti socialiste, qui n'est pas représentative d'ailleurs de tout le Parti socialiste, parce qu'il faut aussi essayer de comprendre. Glucksmann, c'est Place Publique, Carole Delga, est-ce que c'est Hollande, mais en même temps Hollande, puisqu'il revient, qu'il est à nouveau député après avoir été président de la République. Voilà, Loïc Chenet-Girard cherche à jouer ses cartes, peut-être là-dedans. Cazeneuve, on n'entendait plus, il revient parler. Bon, voilà, la vieille garde de gauche. Moi, je crois que c'est vraiment après leur passage à Hollande et tous ces gouvernements, toutes ces trahisons sociales, que je suis insoumise aujourd'hui et fière de l'être. Qu'on est des élus de combat, qu'on est des élus de proximité. On vient d'ailleurs du monde normal. Mais j'étais éducatrice spécialisée avant et je me reconnais dans les valeurs de l'insoumission et de la défense de l'émancipation collective, en rupture avec le programme d'Emmanuel Macron et sans compromission. Voilà, donc peut-être que c'est au PS de clarifier ses positions. Ils n'ont pas censuré sous couvert il fallait un budget. Puis finalement, le PLFSS, on avait le budget, mais ils l'ont pas censuré non plus. Puis finalement, ils ont fait une pseudo-motion de censure. Ils ont d'ailleurs été là risés par Bayrou qui s'est moqué d'eux en tribune. Et là, aujourd'hui, il disait que c'était pour le conclave des retraites, mais Bayrou,
passe totalement dessus, avec une humiliation de quand même des partenaires syndicaux français. 3 syndicats ont quitté la table. Oui, et alors qu'il avait fait des grandes promesses en tribune et que le PS s'appuyait là-dessus pour se justifier, voilà. Peut-être à eux de se positionner. C'est sûr, il y aura des élus insoumis en 2026 au municipal et voilà, il faut qu'ils s'y préparent. Voilà, le feuilleton ne fait que commencer. Vous reviendrez évidemment en parler au micro de Bretagne 5. Marie Mesmer, députée LFI, alors encore NFP, de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, la circonscription de Rennes, était avec nous ce matin en direct dans la matinale. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous et vos équipes. Bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.